Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Verbatim. Je suis très content de vous retrouver pour parler de l'OL, retrouver l'OL qui renaît, le plan de jeu parfait, les individualités au rendez-vous, les résultats aussi. Tout va bien à l'OL et ça fait plaisir d'en parler. Bon, c'est bien marré, maintenant on s'y met et on se dépêche parce que c'est la merde. Alors on va commencer par parler du match contre Villarreal. Donc Villarreal... en 4-4-2 en losange, comme prévu. Alors c'est un 4-4-2 en losange, mais qui a pas mal de modulation au final. C'est une équipe qui est assez intelligente tactiquement et qui s'adapte assez bien à ce que fait l'adversaire. Lyon, de son côté, est présenté en 4-4-2 à plat. Alors ça change pas grand-chose, ça dépend de l'animation, mais le 4-4-2 à plat, c'est ce que Lyon fait notamment en phase défensive. Donc voilà, c'est pas un changement énorme, c'est un changement dans la présentation de la composition avant le match, mais globalement, on va se rendre compte que ça ne change pas énormément de choses concrètement sur le terrain. Donc Lyon entame le match avec un gros pressing et une grosse intensité physique. L'OL aurait pu se retrouver en position très favorable si Mariano tombe au moment où le défenseur l'accroche en position de dernier défenseur, ou plutôt en position d'annihiler une action nette de but, comme c'est la définition de la FIFA. Donc voilà, Lyon aurait pu se retrouver en supériorité numérique, quoi qu'on sait que ça réussit pas toujours à l'OL. Mais bon, Mariano n'est pas tombé, on l'a connu plus vicieux par le passé, les Toulousains s'en souviennent, mais là cette fois-ci il reste debout et le match se continue à 11 contre 11. À la 16e minute, on a le droit au réveil de Villarreal avec un double arrêt absolument énorme d'Anthony Lopes. Le second notamment où il plonge dans les pieds de Bacca est assez fabuleux. Voilà, Lopes, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, certains le qualifient de terroriste, d'agresseur, de gardien violent, tout ça. Il faut pas oublier que son explosivité et son courage, notamment dans ses sorties, c'est aussi les éléments qui font de lui un très bon gardien. En défense, Villarreal est très compact et cherche à réduire les espaces. C'est le plan de jeu qu'il faut adopter face à l'OL sur le plan défensif. Plus tu es compact et moins tu laisses d'espace aux offensifs, plus tu es assuré d'avoir un match relativement tranquille sur le plan défensif. C'est pas nouveau, Villarreal n'est pas la première équipe à le faire, et ça marche en première mi-temps globalement pour eux assez bien. À partir de la demi-heure de jeu, Lyon a moins le ballon, Villarreal commence à sortir et commence à trouver des passes intéressantes. C'est là qu'on voit tout l'intérêt du 4-4-2 en losange qui permet des combinaisons, des circuits de passes au milieu de terrain qui sont très intéressants. Donc en gros, on a deux équipes qui se neutralisent à peu près sur la première mi-temps. On n'a pas énormément de situations, Villarreal qui combine bien mais sans être réellement dangereux, et Lyon qui laisse le ballon à Villarreal en essayant d'être les plus efficaces offensivement. Pour moi, c'est une bonne publicité pour le 4-4-2 en losange cette première mi-temps, parce qu'on voit toutes les possibilités que ça apporte, mais à la mi-temps, le score est de 0-0 et c'est relativement logique. Donc Lyon va marquer direct à la reprise, on a en fait Villarreal qui sort au pressing, Jérémy Morel qui s'en dégage, un mouvement sympa sur le côté, et c'est conclu par Tanguy Ndombele. Donc ça fait plaisir parce qu'il le mérite. Ça fait longtemps qu'il est bon, il n'avait pas encore marqué de mémoire avec l'OL, il est récompensé de ses efforts, et Lyon se retrouve à mener 1-0. C'est bien payé, c'est une bonne entame de deuxième mi-temps, ça fait plaisir. Il y a pas mal de caractère, il y a l'envie de se projeter très vite vers l'avant, et ça déstabilise complètement Villarreal, ça les surprend sans doute. Le second but arrive très peu de temps après sur une super accélération de Mariano. Alors Mariano, peut-être qu'il savait que ce match allait être particulièrement suivi en Espagne, peut-être qu'il avait conscience qu'il jouait pas mal de choses, mais en tout cas il a été très intéressant sur ce match. Beaucoup plus dans le registre qu'on peut attendre de lui, notamment dans le jeu, à savoir à créer des espaces, à essayer de combiner. Voilà, il a été très pertinent sur ce match, j'ai trouvé. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu comme ça, et il a montré d'autres qualités, sans doute parce qu'il savait, comme je l'ai dit, que ce match allait être regardé par les Espagnols. Suite à son accélération, il donne pas le ballon, il préfère frapper directement. Bon, au vu des images, quand on les revoit, ça semble logique, hein. Je pense que après avoir fait ce crochet, beaucoup d'attaquants de pointe veulent finir l'action, surtout quand on connaît ses capacités de finition. Voilà, c'est pas étonnant. Au final, le ballon revient sur Nabil Fekir qui la met au fond. Ça fait 2-0 pour l'OL en très peu de temps. Une grande efficacité, un OL très dynamique, très agressif en début de deuxième mi-temps, des transitions rapides et des espaces bien exploités. Lyon mène 2-0 et a globalement le match en main. À 2-0, comme on a pu le voir par le passé, il y a une petite déconcentration qui arrive, déconcentration qui profite à Pablo Fornals qui va marquer face à une défense vraiment pas attentive et complètement déséquilibrée. La faute notamment à Marcelo qui, même s'il est moins fautif sur ce but que sur les buts précédents, il perd son duel sur le côté, ça déséquilibre l'OL, il est plus dans l'axe, voilà, donc il est encore pas tout blanc sur ce but. C'était un peu mieux que ses sorties passées, mais c'était encore loin d'être satisfaisant. Donc à 2-1, clairement Lyon n'est pas en sécurité du tout. 2-1, c'est un très mauvais résultat parce qu'on sait qu'il suffit d'un but à domicile à Villarreal pour se qualifier. Et c'est là que Memphis Depay
fait du Memphis, c'est-à-dire qu'il marque un but absolument fabuleux. La puissance de la frappe, la spontanéité dans le geste, c'est magnifique, c'est superbe. Voilà, du Memphis, je peux rien dire de plus. Le gars, c'est quand même incroyable. C'est un joueur qui est capable d'être fabuleux et nul à 2 minutes d'intervalle. C'est quand même, c'est fou. Donc l'OL, sans être extrêmement dominateur et sans avoir une maîtrise outrageuse du match, s'en sort en gagnant 3-1, ce qui est un excellent résultat pour le match retour qui sera demain. Donc Lyon est en posture très très favorable avant le match retour. Du moins, c'est ce qu'on croyait avant le match de Lille, dont on va parler tout de suite. Alors, le match de Lille, les amis. Bon, on commence par la première mi-temps, on fait les choses dans l'ordre. Donc Lyon joue en 4-3-3, Fekir est logiquement préservé. Lille démarre avec des intentions, c'est vrai. Lyon a du mal à prendre le contrôle de la partie et du ballon d'ailleurs. Mais franchement, vu ce que Lyon produit quand ils ont le ballon, bah ça me dérange pas plus que ça qu'il l'ait pas finalement. Parce qu'ils s'exposent peut-être moins défensivement en n'ayant pas la balle. C'est paradoxal, mais bon, cette équipe n'en est plus à un paradoxe près. La stat importante quand même, c'est que Lille a 58% de possession de balle à la 16e minute. Donc un premier quart d'heure où il y a vraiment la possession côté lillois, et Lyon qui attend et qui va chercher à exploser très vite en contre avec ses individualités. Lille va se retrouver à 10 à un moment du match sur une blessure de El Ghazi, je crois, et c'est à ce moment-là que Lyon va marquer. Un bon mouvement, puis une énorme erreur de Mike Maignan, Bertrand Traoré en profite, ce qui laisse penser qu'à la finition, il est pas dégueulasse quand même. Il y a quand même plusieurs éléments cette saison qui te laissent penser que, tiens, en pointe, pourquoi pas. Il est loin d'être maladroit. Cette première mi-temps, collectivement, c'est plutôt pas mal quand même, il faut le dire. Il faut pas non plus se laisser avoir par le résultat. Moi, la première mi-temps de l'Olympique Lyonnais me convient. Collectivement, c'est plutôt pas mal. C'est pas encore le Barça, et en même temps, c'est pas difficile de faire mieux que les matchs d'avant sur le plan collectif. Mais voilà, il y a quelque chose, il y a 2-3 intentions qui sont plutôt intéressantes, il y a quelques mouvements qui sont initiés, les transmissions sont plutôt bonnes, notamment dans l'idée, et il y a du rythme. Il y a du rythme, c'est ça la grosse différence. On a vu, vous avez tous vu comme moi, les séquences interminables où ça va d'un latéral à l'autre en passant par les défenseurs centraux, puis ça revient avec un rythme de début de saison ou de 64e de finale de Coupe de France. Là, c'est pas le cas. Il y a la volonté de mettre un peu de vitesse dans les transmissions et c'est agréable à voir. Le second but arrive suite à une énorme projection offensive de Lucas Touzard qui voit un moment qu'il a un espace sur le côté, il s'y engouffre et il va créer le surnombre. Touzard est dans son style, c'est loin d'être le plus technique, c'est loin d'être le plus rapide, mais ce qu'il fait, c'est pas mal, et surtout, c'est efficace. Ça permet à l'OL de marquer le deuxième but, encore une fois par Traoré, donc je suis content de voir Lucas Touzard le faire. C'est pas la première fois qu'il le fait, mais il le fait pas suffisamment à mon goût, donc j'aime le souligner quand il le fait, surtout quand ça débouche sur un but. A noter qu'à partir de du quart d'heure de jeu et en fait de la blessure d'El Ghazi, Lille a complètement plongé. C'est très très inquiétant ce que produit Lille sur cette fin de première mi-temps. C'est limite à se demander si leur plan de jeu c'était pas de compter sur les percussions d'El Ghazi, ce qui me semble assez limité. Parce que El Ghazi, on n'est pas loin d'un Rachid Ghezal avec un peu plus de vitesse. Reposer ton plan de jeu sur lui, ça me semble assez bancal. Ce qui permet à l'OL de rentrer à la pause avec le score de 2-0, le match bien en main, et tu te dis c'est parfait parce que Lyon va pouvoir gérer son avance et reposer un peu les organismes avant les matchs très importants qui arrivent. Sauf que c'est l'Olympique Lyonnais, et cette équipe n'a jamais fini de nous surprendre, parfois dans le bon sens, mais aussi parfois dans le très très mauvais sens. Allez, je le répète parce que je veux pas que ce soit éludé. Collectivement, la première mi-temps contre Lille m'intéresse. C'est largement dû à la faiblesse lilloise, mais il y a des choses qui sont intéressantes et qu'il faut souligner. Maintenant, on passe à la deuxième mi-temps et ça se complique. Lyon redémarre en voulant presser haut et en voulant récupérer vite le ballon et ne pas laisser Lille construire. Attention tout de même, c'est ce que tu te dis pendant le match, attention tout de même à ne pas laisser trop d'espace dans le dos. D'autant que Lille revient avec des meilleures intentions. On peut se douter qu'il y a eu une soufflante passée par Galtier à la mi-temps, des corrections sur le plan tactique qui font que Lille est mieux dans le match, au retour des vestiaires. Donc Lyon veut presser haut, Lyon veut empêcher Lille de jouer, mais voilà, tu vois les espaces qui se libèrent derrière la ligne de pressing, et tu te dis, ça peut vite devenir compliqué. Spoiler, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est pas compliqué, Lille a un temps fort quasiment de la reprise à la 80e minute. Liquéfaction, c'est vraiment le mot qui me vient à l'esprit. Lyon a complètement sombré, c'est un naufrage cette deuxième mi-temps, il n'y a plus rien qui va. Incapable d'aligner 3 passes, incapable de se placer pour corriger les erreurs
Et pour réduire les espaces des Lillois, incapable de gêner la construction offensive de Lille. Pas de changement qui arrive pour corriger ça non plus, aucune rectification. Nicolas Pepe réduit le score assez logiquement au final. Lyon a subi pendant 20 minutes sans parvenir à changer quoi que ce soit. Lille fait rien de fou, c'est pas le Barça d'un coup. Mais il y a juste aucune adaptation, et en fait Lyon se contente de subir en espérant que ça tienne. Excusez-moi, mais c'est quoi le classement de Lille déjà? Si l'OL n'est pas capable de réagir quand Lille attaque, qu'est-ce que Lyon fout en Coupe d'Europe? Qu'est-ce que Lyon fout à dire « ouais, on joue la Ligue des Champions ». Tu n'es pas capable de bloquer Lille, les gars. Plusieurs ajustements ou plusieurs changements auraient été utiles, ne serait-ce que pour déjà calmer un peu le rythme, t'assurer un peu plus de contrôle au milieu de terrain, je sais pas moi, corriger les choses. Ça se voit que ça va pas, ça se voit que Lyon aura du mal à tenir, et ça se voit qu'à ce rythme-là, Lille va continuer de se créer des occasions, et que Lille peut revenir dans le match. La passivité du staff lyonnais face à la deuxième mi-temps lilloise, pour moi, c'est vraiment un signe extrêmement inquiétant. Il va y avoir une réaction lyonnaise avec le poteau trouvé par Mariano. Encore une fois, ça va être le même raisonnement que sur le penalty non sifflé sur Nabil Fekir contre Rennes. Je le dis, mais je veux pas que ça serve d'excuse, donc j'y passe pas non plus des années. Oui, Mariano touche le poteau. Oui, avec plus de réussite, Lyon aurait pu marquer un troisième but. Il va y avoir quelques changements quand même, mais des changements que j'ai pas trop compris, moi. La sortie de Raphaël pour l'entrée de Mendy, alors c'est peut-être physique, je sais pas. Mais sur le coup, c'est vrai que j'ai pas compris. Jordan Ferry va être suppléé par Oussem Aouar peu après. Mais ça change pas grand-chose, Et Lille va finir par égaliser sur une belle frappe lointaine. Lyon s'est liquéfié, je suis désolé. Lyon s'est dissous dans cette deuxième mi-temps. Il y a de moins en moins d'excuses. Les fautes professionnelles s'accumulent côté lyonnais. Ça devient pénible de les compter. Parce qu'il y en a semaine après semaine, quoi. T'as pas le droit de te faire rattraper et de prendre qu'un point, surtout quand Monaco et Marseille gagnent le même week-end. On va parler de l'avenir. Parce que l'avenir, pour l'OL, les gars, il est vraiment pas radieux du tout. Si Lyon finit 4ème, c'est tout sauf un scandale. Et sur l'ensemble de la saison, ce sera mérité. D'ailleurs, faut s'y préparer parce que ça a de grandes chances d'arriver. Je voulais quand même refaire un point sur plusieurs choses que j'ai pu dire avant. Le contraste entre la passivité de Genesio qui a l'air de subir les événements et le dynamisme de Christophe Galtier. Pourtant, c'est pas Christophe Galtier, ça a jamais été un grand coach. C'est un bon entraîneur de Ligue 1. C'est pas Pochettino, c'est pas Guardiola. Dans le comportement, ça dit des choses, le comportement aussi. Il faut pas éluder ça totalement non plus. Entre un entraîneur qui est là sur son banc, qui vit le match à fond, qui motive ses joueurs, qui est énergique, qui est dynamique, mais ça transmet quelque chose forcément. Là, on était quand même en face sur une énorme passivité, et j'ai l'impression que le staff dépense plus d'énergie à critiquer les décisions arbitrales qu'à encourager et à corriger ce que font ses joueurs. Je demande pas à Bruno Genesio d'être Conte ou Simeone, mais il y a un entre-deux quand même, je sais pas. Ton équipe a peut-être besoin d'être revigorée un peu, d'être boostée, voire même un petit peu secouée. En fait, ça s'additionne à l'absence de changement et de rectification tactique, et ça vient ajouter au problème. Je voulais revenir sur autre chose, je vois pas mal de gens tailler les groupes de supporters cette semaine-là. C'est quelque chose qui a traîné vers septembre, octobre, novembre, et là ça revient. Je vais redire ce que j'ai dit. Les gars, les groupes de supporters, c'est pas vos mamans. Vous avez Facebook, vous avez Twitter, vous avez plein de réseaux sur lesquels vous pouvez vous retrouver. Est-ce que vous êtes capable de vous coordonner entre vous? Je sais pas, dites-vous prochain match, vous vous mettez sur un côté, en haut de l'inférieur pour certains, en bas de l'intermédiaire pour d'autres, vous formez un bloc comme ça. Est-ce que vous avez besoin, quand vous êtes au stade, le stade qui est censé être un espace de liberté, la tribune c'est un peu l'endroit où tu peux tout dire, tu vois? Est-ce que vous avez besoin que quelqu'un vous dise « bah maintenant il faut dire ça ?» Les groupes, ils ont une posture qui, à mon avis, est compréhensible et je la trouve très claire. Je n'émets pas de jugement de valeur, c'est pas à moi de dire si je suis d'accord ou pas, mais leur posture est simple. Donc les groupes estiment, en tout cas les Bad Guns pour ce qui a été dit sur Twitter, estiment que ce n'est pas à eux de porter publiquement des revendications sportives. Ok, c'est dit, c'est clair, on passe à autre chose. Est-ce que c'est pour autant que maintenant vous avez plus de cordes vocales, plus de réseau, plus de téléphone portable? Les gars, oh, vous êtes où? Il y a des gens qui donnent énormément de temps pour l'OL, que ce soit en déplacement, à faire des tifos, à prévoir des animations et tout, et toute la vie d'une association en fait, ça prend énormément de temps. Et en plus, vous attendez d'eux qui vous donnent l'occasion de vous exprimer individuellement en disant « Allez, vas-y, c'est maintenant qu'il faut chanter ». Ils vous ont dit qu'ils allaient pas le faire, pour des raisons qui ont été expliquées. Mais vous êtes d'accord ou pas d'accord, ça change rien, bougez-vous maintenant. En tout cas, je comprends pas cette posture qui est de voir les groupes de supporters comme responsables. Et vous êtes autonomes, vous êtes des grands garçons et des grandes filles, je tiens à le rappeler, ils en font déjà beaucoup. Donc il y a un moment, vos revendications personnelles, si vous êtes suffisamment nombreux, vous vous organisez,
C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Je voulais parler d'autre chose, c'est le mental de l'OL. Dans quel état mental est cette équipe là maintenant? Tu as Genesio qui apparemment a poussé une soufflante à la fin du match. Tu te dis, est-ce que ça aurait pas été mieux de corriger les choses pendant le match? Mais bon, apparemment, les murs du vestiaire ont tremblé. Quasiment autant que la barre transversale d'Areola. Donc voilà, on va voir ce que ça donne, mais à mon avis, ça va pas améliorer l'état mental de certains. On a vu un Marcelo qui est encore en délicatesse, et je pense qu'il y a certains joueurs qui n'ont pas du tout envie de se faire gueuler dessus, et parfois ne comprennent pas ce qu'on leur reproche, parce que quand on te reproche d'être égoïste alors qu'on te laisse de la liberté offensivement, bah c'est un peu compliqué à comprendre, surtout que le plan de jeu a pas l'air très très clair, en tout cas d'un point de vue de spectateur, le plan de jeu n'est pas clair, donc à mon avis, leur gueuler dessus, ça va pas forcément être la bonne solution. Mais en même temps, c'est vrai que mentalement, il y a un souci. Ça fait combien de points que l'OL a perdu en menant au score cette saison? Beaucoup trop, c'est impardonnable à ce niveau-là. Et ça m'inquiète beaucoup parce que les matchs qui arrivent là vont être très exigeants, notamment sur le plan mental. Sur la fin de semaine, là en 4 jours, il faut bien comprendre que Lyon va jouer en fait sa saison. Le 16e de finale retour face à Villarreal, plus le derby à domicile ensuite. Je sais pas si vous vous rendez compte du cocktail explosif que c'est. Imaginez si l'OL se fait sortir de Coupe d'Europe maintenant. Bon, le podium en championnat, ça a l'air mort. Il va rester que la Coupe de France? Je pense que si Lyon perd le derby, ça va être très très problématique. Dans tous les cas, les 2 matchs qui vont suivre vont conditionner énormément de choses côté lyonnais. Et je suis pas optimiste du tout, je ne vois pas de raison d'être optimiste. Je n'ai pas l'impression que cette équipe progresse. Les individualités sont émoussées avec la répétition des matchs. Il y a une usure psychologique qui commence à s'installer. Donc en fait, cette équipe, au mieux, stagne, voire régresse. Lyon arrive au moment le plus important de la saison, le moment où tout peut se jouer, et en fait l'avenir du club peut se jouer à beaucoup de niveaux, et il faut espérer une fois de plus que les individualités fassent la différence. Mais franchement, je commence à avoir du mal à être optimiste. Bon bah voilà, encore une fois, je m'excuse pour le ton de cet épisode, qui a pas été forcément le plus agréable à suivre. Je suis assez énervé, assez inquiet par ce que je vois de l'Olympique Lyonnais actuellement. Ce qui veut pas dire que j'espère plus rien, hein. J'espère toujours vous retrouver la semaine prochaine en parlant des bons matchs que l'OL a fait contre Villarreal et Saint-Etienne. On va espérer, parce qu'il n'y a plus que ça qui reste. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Comment vous voyez les 2 matchs qui arrivent là? Est-ce que Lyon peut gagner le derby et se qualifier pour la suite de la compétition en Europa League? Ça m'intéresse d'avoir vos avis. Surtout si vous avez des raisons d'être positif et optimiste, n'hésitez pas, parce que moi j'en manque cruellement. On se retrouve mercredi prochain, et mercredi, on aura beaucoup de choses à dire. Donc, mercredi prochain, épisode à ne surtout pas manquer, parce qu'en cas de résultat négatif, il va y avoir, à mon avis, pas mal de changements. Même si, pour répondre à une question qui se pose peut-être chez certains, je ne crois pas que Jean-Michel Aulas licenciera Genesio avant la fin de la saison. Pour des raisons que j'ai du mal à comprendre, il y est très attaché, et il veut que ce soit lui qui dirige l'OL. En espérant que ça ne porte pas trop préjudice à l'OL. Puis on verra bien, hein, j'ai pas la science infuse. Peut-être que si Lyon perd le derby, le président prendra les décisions qui s'imposent. On verra bien, d'ici là, je vous dis bonne semaine et à mercredi prochain.